sortent de la pauvreté. Si vous regardez les chiffres de sortie de la pauvreté, c'est quand même très spectaculaire, et c'est essentiellement en Asie, et aujourd'hui de plus en plus quand même en Afrique, puisque vous savez que l'Afrique, depuis une période plus récente, a aujourd'hui des taux de développement qui sont très importants. Alors après, il y a des problèmes de répartition d'inégalités très forts, puisqu'une partie importante de la croissance est captée par une petite partie de la population, mais c'est vrai chez nous aussi. Et aux États-Unis, en particulier, beaucoup plus qu'en France, la croissance de ces dernières années a été très oligarchique, au point que vous trouvez des articles dans la presse pour dire que les États-Unis sont devenus un pays sous-développé en termes de répartition de la création de richesses. Est-ce que vous incluez, monsieur, l'Afrique du Sud dans les pays d'Afrique en voie de... Oui. L'Afrique du Sud est le pays qui est vraiment... Oui, mais il n'y a pas que l'Afrique du Sud. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, mais enfin, les chiffres, alors après, les chiffres sont très très difficiles à manier, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, ils sont truqués, souvent ils sont faux, il faut bien être conscient du fait que des pays dans le monde qui ont un appareil statistique fiable, il n'y en a quand même pas des masses, quoi. Donc beaucoup de chiffres sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais par exemple, les spécialistes de la Chine que je connais me disent que les chiffres chinois, à l'époque de Mao, c'était de la propagande pure et simple, donc c'était la cellule du parti qui décidait combien on avait produit. Aujourd'hui, ils me disent qu'ils ont des statistiques qui sont sérieuses. Voilà. Alors, et voilà, ça c'est... pardon, c'est en anglais souvent. Et vous voyez, c'est la part des classes moyennes dans l'Ouest et en Est et en Asie. Donc l'Occident et l'Asie, la part des classes moyennes. Vous voyez que dans les années 50, les classes moyennes occidentales, européennes et américaines écrasent complètement. La classe moyenne, à ce moment-là, c'est les États-Unis, c'est la grande époque de la bagnole, tout ce qu'on a connu. Et l'Asie, pratiquement pas. Aujourd'hui, vous voyez où sont les classes moyennes dans le monde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, elles sont essentiellement aujourd'hui en Asie. Voilà. Et si vous avez la chance d'aller, allez-y si vous pouvez, parce qu'il faut quand même voir ça de ses yeux, c'est pas la même chose. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été en Chine ou ailleurs. C'est quand même très impressionnant, quoi, parce que on reste là. On reste baba. On reste baba. On reste, voilà, c'est ça, baba, bluffé. On voit des villes qui se développent à une vitesse incroyable. C'est vrai qu'à 20 ans d'intervalle, en quelques années d'intervalle. Moi, en tant qu'universitaire, on avait des accords de coopération, donc j'ai été en Chine, pas plus maintenant, mais enfin, il y a une dizaine d'années, assez régulièrement. À chaque fois, c'était tout nouveau, on ne reconnaissait pas les lieux. Alors bon, comme je disais, il y a aussi le pendant, c'est qu'il y a une pollution terrible. À Pékin, par exemple, Pékin, vous savez, dans un désert, un peu, il y a une pollution absolument insupportable, en plus avec des vents de sable qui viennent du désert de Gobi, qui font que certains jours, c'est littéralement irrespirable. Vous avez l'impression, vous voyez c'est un climat plutôt anticyclonique, il fait beau, il fait des hivers très secs, très froids mais très secs, enfin c'est un désert autour de... Mais vous ne voyez pas de soleil, vous voyez une espèce de halo orange, vous dites c'est le soleil, quoi. Il n'y a pas un nuage, mais voilà. Quand vous arrivez en avion, vous avez l'impression de plonger dans une espèce de mélasse brunâtre, et puis quand vous sortez de ça, vous dites le ciel, on respire, quoi. Bon, c'est des problèmes que je pense qui vont se résoudre. Je pense que c'est des problèmes qui vont se résoudre. N'oubliez pas qu'en Europe, on a eu des problèmes de pollution énormes. Il y a eu un épisode dans les années 50 à Londres de smog, où il y a des gens, il y a eu des je ne sais plus combien, mais énormément de morts parce que les gens ne respiraient plus, la ville était noire, les gens, il y a une espèce de goudron dans l'air. Enfin, on a connu ça. Et moi, je fais absolument confiance à l'énergie et à l'inventivité des Chinois et des Indiens. En Inde, c'est peut-être pire,
pour faire aujourd'hui des villes plus propres, etc. Mais ils ont quand même des bus climatisés en Chine que nous, on n'a pas sur Paris. Ah oui, oui. C'est fou. Les systèmes de circuits, de voitures, de vélos, de machin, c'est très... Ouais. C'est quand même différent. L'Inde, c'est autre chose. C'est les klaxons. L'Inde, c'est quand même... C'est le bruit. Non, Delhi, c'est quand même... c'est Delhi, encore le Moyen-Âge. Delhi, C'est très, très bizarre. Ouais. On vivrait mieux en... C'est bien le parti communiste qui règne en Chine, les Oui. dirigeants. Comment ils arrivent à se concilier parti Non, communiste et c'est pas ça. Non. Ah, bah, attendez, Non, mais bon, ça, je ne suis pas un sinologue, c'est une autre conférence, il faut que vous fassiez venir quelqu'un. Non, mais les Chinois sont extraordinairement pragmatiques. Hein. Le principe du Chinois, c'est peu importe que la souris, que le chat soit noir ou blanc, du moment qu'il attrape la souris. Et les Chinois sont capables de vous tenir un discours parfaitement rhétorique, marxiste, etc., et qui emballe une réalité plus que capitaliste, hein, parce que c'est aujourd'hui, et d'ailleurs c'est les mêmes un peu, alors, à la différence de la Russie, où ça a été très mal géré, hein, la Russie a fait ce virage, mais dans le chaos, et dans la destruction, avec une oligarchie qui a vraiment une kleptocratie, on peut dire, hein, qui a vraiment pillé le pays. Et les Chinois n'ont pas laissé faire ça. Hein. Il y a beaucoup de Chinois qui se sont enrichis, il y a une corruption très élevée, etc. Hein. C'est pas du tout un pays clean, au point de vue de la corruption et tout ça. Mais il y a une capacité des dirigeants chinois, je pense, à piloter le pays. C'est assez fascinant. Enfin, on a des choses extrêmement étranges. Juste une petite anecdote. Je me souviens d'avoir été à l'université. Ils ont un point commun avec nous, les Chinois, c'est qu'ils aiment l'élitisme. C'est-à-dire, on a les grandes écoles, ils ont le même système, et donc vous avez des concours nationaux. Alors, ils sont plus nombreux, donc les 10 000 premiers rentrent dans telle université, ils aiment beaucoup ça, les classements, comme chez nous. Et donc il y a des universités, le rang des universités est connu de tout le monde. L'université de Tsinghua à Pékin, ils sont les meilleurs dans tous les domaines. Voilà. Et je me souviens d'avoir visité ça. Et on nous montre un institut qui était financé par les Américains, qui était sur l'économie de la transition. Les économistes étaient en partenariat avec les Américains, c'était les Américains qui finançaient, c'était l'économie de la transition vers le monde du marché. Je regarde le programme et il y avait le doyen qui faisait un cours sur l'économie de la transition. L'économie de la transition, ça veut dire la transition vers le capitalisme, hein, c'est ça que ça veut dire en clair. Hein. Il s'appelait M. Zhou Hongji. Je lui dis, tiens, c'est curieux, c'est l'homonyme de votre Premier ministre, c'était il y a une quinzaine d'années. Ah non, c'est pas l'homonyme, c'est le Premier ministre. Ça ne les dérange pas. Ah, ça, c'est une chose qu'on ne réalise pas du tout, nous, en Occident. C'est à quel point la Chine et les États-Unis sont liés. Alors, on sait qu'ils sont liés économiquement, puisqu'une bonne partie de la dette américaine est financée par la Chine. Les capitaux chinois, hein, les épargnants chinois. Hein, les Chinois épargnent beaucoup, il y a une énorme épargne. Bon, voilà, donc, puis après, ils rachètent. Là, il y a même des gens qui ont parlé de la Chine-Amérique pour dire à quel point l'économie américaine et l'économie chinoise aujourd'hui étaient liées. Mais ce qu'on sait moins, c'est à quel point il y a aussi des échanges culturels, etc., extrêmement forts. Il y a beaucoup, en particulier parce qu'il y a énormément d'étudiants chinois sur les grands campus américains. Si vous allez sur les grands campus américains, à Boston ou dans la Silicon Valley, hein, c'est vraiment les universités les plus réputées du monde, vous êtes impressionnés, surtout sur la côte ouest, côte Pacifique, vous êtes impressionnés par le nombre de Chinois et d'Indiens. Aujourd'hui, la science américaine et une grande partie du développement technologique américain est fait par des Asiatiques, immigrants. Mais ce sont des immigrants qui, contrairement aux immigrants d'avant, qui venaient s'installer d'abord qui étaient très très pauvres, qui venaient s'installer dans le pays pour faire fortune aux États-Unis, vous savez, comment on appelle ça, le teinturier de Lucky Luke, enfin vous voyez,
Ça, c'est plus comme ça. Ils viennent s'installer aux États-Unis et puis ils repartent en Chine, développer du business en Chine, et puis d'ailleurs, et puis ils reviennent aux États-Unis. Donc il y a des liens très très forts quoi, entre les deux côtés du Pacifique. Qui n'existent pas vraiment. Nous, on a très peu ces étudiants-là. Hein. Ils ne viennent pas en Europe parce qu'ils ne connaissent pas. On a monté des programmes, j'ai monté des programmes d'échange avec des étudiants chinois. Bon, ce qu'ils connaissent de Paris, c'est Tour Eiffel, Camembert, Parfum. Et ils découvrent que la France est aussi un pays technologique, qui sait faire des Airbus, qui sait faire des centrales nucléaires, enfin qui sait faire des choses comme ça. Ils ne s'y attendent pas du tout. Quoi. Alors, il faut que j'avance un peu parce que je suis tout au début, mais c'est pas grave, hein, on a toute la nuit. Alors là, je voulais quand même vous... c'était par rapport à votre question, monsieur, de tout à l'heure. C'est quand vous disiez, oui, mais les produits chinois qu'on achète, en fait, les Chinois, ils font juste l'assemblage. Mais on n'est pas tous. Pas que. Pas que, oui. Ouais, mais bon, ça, c'est, vous voyez, ça, c'est l'usine... c'est l'usine de Foxconn. Foxconn, c'est la première entreprise mondiale aujourd'hui. Quelqu'un a déjà entendu parler de Foxconn? Non? Ça ne vous dit rien? Foxconn, c'est la première entreprise mondiale. C'est 1 million de salariés, à peu près. Voilà, à la louche. C'est une entreprise qui, je crois, est chinoise, singapourienne, etc. Et fait partie de ces entreprises qui aujourd'hui font... bon, vous ne voyez jamais la marque Foxconn nulle part, hein, parce que ce sont des entreprises qui travaillent à façon, on dirait, hein, pour les grandes marques. Et en particulier, Foxconn fait une grande partie du montage électronique, et donc notamment tous les produits Apple. Tous les produits Apple, que ce soit l'iPod, l'iPhone, l'iPad aujourd'hui, les Mac, etc., sont essentiellement montés par Foxconn, et puis il y a d'autres entreprises de ce genre-là. Foxconn est la plus importante. Ils ont des usines gigantesques, notamment dans les zones industrielles spéciales, à Shenzhen par exemple, pas loin de Hong Kong, les normes, les développements. Ces entreprises-là font en fait le montage, hein, ils font l'assemblage, etc. Mais c'est pas des entreprises, c'est pas des, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est pas des comment on appelle ça, des usines bidonvilles, hein, il y en a aussi, hein, mais des usines pourries où les gens travaillent dans des conditions dégueulasses, etc., des ateliers plus ou moins clandestins, ça va être tout ça. Des usines ultra modernes, avec de l'équipement moderne, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de syndicats, mais enfin, les salariés, il y a des règles d'hygiène, de sécurité, etc. C'est pas du tout le Moyen-Âge, hein. Une usine extrêmement moderne. Et d'ailleurs, tellement moderne que... ils ont une capacité de répondre à des besoins de spécification de leurs clients, qui sont, en l'occurrence, Apple. Le sujet d'Apple est bien documenté, parce que, comme c'est une marque phare un peu aux États-Unis, il y a eu beaucoup d'enquêtes, de reportages qui ont été faits sur comment sont fabriqués les produits d'Apple, et aussi des économistes qui ont regardé quelle était la chaîne de production de ces produits. Donc on a beaucoup de documentation en fait sur les produits Apple, mais c'est la même chose pour d'autres produits. Hein. Et ce sont donc des produits qui sont conçus aux États-Unis. Hein. C'est-à-dire la marque Apple, vous savez, donc c'est la Silicon Valley, hein, c'est Steve Jobs, c'est voilà, tous les centres de conception sont aux États-Unis. Jusqu'à une date, je n'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, mettons peut-être une vingtaine d'années, une grande partie de la production se faisait aux États-Unis. Aujourd'hui, la production, elle se fait distribuer un peu dans le reste du monde. Quand je dis distribuer, c'est parce qu'il n'y a pas que le montage, mais il y a aussi des pièces, hein, qui rentrent là-dedans. Et par exemple, une chose tout à fait extraordinaire que personne ne sait, c'est que dans les produits Apple, vous avez deux grands concurrents aujourd'hui sur l'électronique grand public, là, c'est Apple et Samsung. Ben si vous avez des produits Apple dans votre poche ou dans votre serviette, sachez que l'essentiel des composants technologiques qui sont là-dedans sont faits par Samsung. Donc là aussi, c'est comme la Chine et l'Amérique, ils se tiennent par la barbichette. Hein, ils sont à la fois de féroces concurrents et en même temps, ils ont absolument besoin l'un de l'autre. Ce qui n'empêche pas que certains disent que Samsung va gagner le match parce que Samsung maîtrise les composants technologiques.
Parce que dans les produits Samsung, vous avez de la technologie Samsung, mais pas de la technologie Apple. Apple, c'est plutôt une boîte de marketing, c'est-à-dire ils vendent la marque, gestion de la marque, et puis de design. Ils ont eu cette idée de génie de dire il faut faire des produits qui soient beaux. Et à partir du moment où ils sont beaux, fonctionnels, etc., les gens les achètent cher. C'est quand même des produits très chers. Mais prenez le RER, vous voyez le nombre de gens qui ont aujourd'hui un iPhone ou un machin, c'est quand même spectaculaire. Bon, d'ailleurs, chacun avec ses écouteurs, ses machins, société de. Tout le monde est branché, mais sauf avec ses voisins. Il parle avec le monde entier, mais jamais avec ses voisins. Le voisin, on lui fait la gueule de préférence. On lui marche sur les pieds ou on l'engueule, c'est très curieux. Hein, c'est un peu. Bon, c'est comme ça. Voilà. Et donc, alors il y a eu, par exemple, vous voyez, il y a eu 1 million de travailleurs, ça c'est Foxconn, 90 millions d'iPhone, et puis 17 suicides. Alors, parce qu'il y a eu il y a eu une campagne aux États-Unis pour dire, mais attention, vous voyez, des progressistes américains qui ont dit, mais faisons attention, parce que quand même, on en achète ces produits, mais voyons dans quelles conditions ils sont fabriqués. Et on ne peut pas accepter que les conditions de travail soient aussi difficiles. Alors, conditions de travail, je pense que je n'ai pas été dans ces usines, hein, donc je parle un peu en fonction de ce que j'ai vu dans les reportages ou entendu par des témoins. Ce sont des usines extrêmement modernes, gigantesques, mais où les gens ne sont pas maltraités. Ils ont d'ailleurs des salaires qui ne cessent d'augmenter, voilà, relatifs, ils vivent à peu près correctement, mais quand même, ils n'ont pas de liberté, je ne parle pas de liberté syndicale, ils vivent en dortoir, c'est des gens qui viennent de la campagne, ils n'ont pas le droit, etc. C'est quand même pas non plus un truc vraiment réjouissant, quoi. C'est pas du tout, ça est inacceptable, y compris aux États-Unis. C'est quand même une des raisons pour lesquelles ils le font là. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir quels sont en fait les termes de l'échange. C'est-à-dire, on dit la Chine est un énorme exportateur, exporte beaucoup. Donc, si on regarde là, je vais être un peu technique, je m'en excuse, mais si on regarde les balances commerciales, c'est-à-dire ce qui rentre et ce qui sort du pays, évidemment, les États-Unis sont très déficitaires par rapport à la Chine sur ces produits-là, parce que les produits viennent de Chine. Donc, dans les statistiques de nos chers économistes, on dit c'est des exportations de la Chine et c'est des importations des États-Unis. Donc on dit les États-Unis ont une balance commerciale extrêmement déficitaire avec la Chine, notamment à cause de ce genre de produits. C'est pas du tout mineur, hein, ça chiffre en milliards de dollars, c'est des gros marchés. Il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'autres produits. Et quand on regarde, quand on raisonne non plus simplement en coût de vente comme ça des produits, et qu'on regarde un peu plus près, on regarde où est la valeur ajoutée, c'est-à-dire au fond où vont les salaires qui sont versés et les profits, on voit que c'est beaucoup plus subtil et compliqué que ça. Et que ça doit être mon slide suivant, je l'espère. Voilà. Si on regarde les emplois, ça c'est une étude qui a été faite, qui est déjà un peu ancienne par des économistes sur l'iPod. Bon, ben, l'iPod c'est le truc qui sert à écouter de la musique, hein, c'est la même chose aujourd'hui pour l'iPhone, ça s'est même aggravé. Les emplois, vous avez 13 900 emplois aux États-Unis, et puis 27 000, donc en gros 2 fois, hein, on va dire à la louche, 2 fois plus ailleurs, dont 50% en Chine. Donc on peut dire les emplois, 1 tiers aux États-Unis, 1 tiers en Chine et 1 tiers dans le reste du monde. Le reste du monde étant essentiellement l'Asie. Hein, pour tous les produits, tous les biens qui sont dans la chaîne de fabrication de l'iPod. On compte les composants, le cadre, enfin tous les emplois, tout compté. Maintenant, regardez où vont les salaires. Hein, vous voyez que les salaires, le total des salaires distribués aux États-Unis, c'est 745 millions de dollars. Et puis ailleurs, c'est 318 millions de dollars, dont seulement 90 millions pour la production. Donc, vous voyez, la production, ça, il faut bien se mettre ça en tête, c'est très important. La production, ça ne compte pas tellement dans le prix d'un produit. Parce que quand vous achetez votre truc, en fait, vous achetez la marque, vous achetez la publicité, vous achetez tout ça. La production elle-même, la production physique, c'est relativement peu. Vous voyez, c'est relativement peu. Et la Chine, là-dedans, c'est seulement 24, quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai un autre graphique qui montre ça autrement. Non, je ne l'ai pas, désolé. Mais voilà, ça dit déjà bien ce que ça veut dire. Et donc, quand on dit on est perdant par rapport à ces pays-là, oui et non. Parce que les gens vous expliqueront, qu'ils font d'ailleurs, hein,
que, eh bien, si la Chine, si l'Amérique n'avait pas délocalisé la production en Chine, eh bien, le produit coûterait évidemment beaucoup plus cher s'il fallait le fabriquer aux États-Unis. Quoique aujourd'hui les salaires chinois commencent à être relativement élevés, et la Chine elle-même délocalise au Vietnam, en Indonésie, etc. Donc c'est une chaîne un peu sans fin. Et que finalement, ces chiffres qu'on nous sort sans arrêt sur le déficit commercial sont des chiffres qui au fond ne veulent pas dire grand-chose, parce que la réalité c'est qu'il y a la production des produits aujourd'hui est extrêmement éclatée sur des tas de sites. Alors certains ont parlé, on parle du Made in France, là on est quoi, on est du Made in China? Non, pas vraiment, puisque vous avez beaucoup d'emplois, mais pas peu de production. Du Made aux États-Unis, on ne peut pas dire ça, puisque ça vient de l'extérieur. C'est extrêmement réparti sur le monde. Et finalement, quand même, au bénéfice, finalement, des pays qui contrôlent la chose essentielle, c'est-à-dire la conception et aussi la commercialisation du produit. La commercialisation et la logistique. La logistique, vous savez ce que c'est un terme un peu barbare. Ça veut dire le transport, mais le transport, enfin toutes les chaînes de transport qu'il faut pour acheminer les produits. C'est devenu une énorme industrie mondiale avec le transport maritime qui joue un rôle majeur. La mondialisation est très largement basée sur le transport maritime. Et donc les composantes de produits circulent d'une place à l'autre de la planète, ce qui fait qu'on parle aujourd'hui, certains disent que les produits sont made in monde. Les produits sont made in monde. Je vais vous donner un exemple de ça. Je vais aller à d'autres transparents carrément plus loin. Voilà. Voilà un exemple que j'utilise assez souvent. Il est un peu ancien maintenant, mais peu importe, c'est juste pour le concept, que c'est intéressant. C'est... alors là, c'est en allemand, excusez-moi, j'ai de temps en temps des transports en France. Ça, il faut piquer la documentation là où on la trouve. Ils se sont amusés à regarder le circuit de production de... c'est une brosse à dents électronique, je ne sais pas quoi, là, qui casse vibre, qui casse la plaque dentaire et tout ça. Donc c'est un produit un peu de luxe déjà, un peu cher. Le marché, c'est surtout un marché américain, et notamment sur la côte ouest. Voilà. Et vous voyez, il y a 38 composants, c'est un produit simple. Dans un iPhone ou un iPad, il y a beaucoup plus de composants que ça. Il y en a des centaines, c'est beaucoup plus complexe. Là, mais brosse à dents, c'est quand même un truc assez simple. Il y a un corps en plastique, il y a un peu de métal, il y a le machin, les piles, là, je ne sais pas quoi, voilà, avec un peu de composants électroniques. Et vous voyez que le nombre de sites, tous les trucs qui sont en jaune, c'est des sites qui interviennent dans la production de ce produit. Voilà. Alors, parfois, le 7, par exemple, de mémoire, oui, c'est ça, c'est un test. C'est fait aux Philippines. Voilà, on envoie le produit aux Philippines pour subir un composant électronique, on l'envoie aux Philippines pour subir un test, puis il revient dans le circuit de production. Alors, ce qui organise la cohérence le circuit de tout ça, ce sont ce qu'on appelle les chaînes logistiques. Ce n'est pas forcément un seul acteur, ça peut être beaucoup d'acteurs, mais plus ou moins coordonnés. Et ce produit, vous voyez, il y a les composants, ils font au total 27 800 km. Voilà. Pour un produit qui coûte 130 €, ce qui quand même pour le brosse à dents est déjà très très cher. Enfin, c'est vendu aux gens de la Silicon Valley qui est aujourd'hui un des endroits les plus riches de la planète. Voilà. Et d'ailleurs, l'assemblage final, là c'est intéressant, parce qu'on dit l'assemblage final, c'est le truc justement où il n'y a que de la main-d'œuvre, des coûts de main-d'œuvre. On doit dire l'assemblage final, il est fait en Chine. Pas du tout, il se trouve que l'assemblage final, il est fait près du marché. Pour des raisons que je ne connais pas, parce que je n'ai pas étudié en détail ce truc-là, mais vous avez les configurations de ce genre de chaîne. Alors, on a fait ça sur énormément de choses, sur les vélos, sur les iPhones, la poupée Barbie. Il y a un transparent comme ça qui circule sur où est faite la poupée Barbie. Et chaque fois, c'est la même chose. On a des espèces d'immenses chaînes et qui sont optimisées en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ne sont pas stables. C'est-à-dire que
Là, c'est Philips, hein, l'entreprise. Bon, Philips, ils ont une ligne de produits, ils ont ce truc-là, il y a un chef de produit, et il dit, bon ben voilà, moi j'ai mon circuit, mais telle usine ça marche plus, on va changer, on va optimiser ça, tel circuit. Donc ces réseaux-là, ils bougent tout le temps. Ça c'est une image déjà un peu ancienne. Hein, je l'ai pris c'est en allemand, donc je ne sais plus où je l'ai pris. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui c'est déjà obsolète, quoi. Ça a déjà changé parce que c'est extrêmement flexible. C'est pas un problème si votre fabricant de composants électroniques en Malaisie vous donne pas satisfaction, bah, vous dites bon, bah, je vais en trouver un autre, et puis vous avez 25 autres qui sont prêts à rentrer dans la chaîne de production. Pour revenir à l'exemple d'Apple, Steve Jobs était donc personnage hautement caractériel et néanmoins charismatique. Vous savez, quand Steve Jobs est mort, c'était aux États-Unis, les gens allaient mettre des bougies, enfin c'était un truc incroyable. Le type était, paraît-il, totalement odieux, hein, absolument insupportable, espèce de fou furieux. Et lui, c'était pas du tout un technicien, mais il avait compris des choses comme il jouait le design. Quand ils ont inventé le premier ordinateur Apple, là, qui est l'ancêtre du Mac, avec un collègue qui s'appelait Steve Wozniak, qui lui était un pur technicien, quoi, et qui était un peu timide, introverti. C'est Jobs qui lui a fait sa com, sa commercialisation, qui a compris le produit. Hein, c'est très important. Hein. Et si vous allez sur Internet, vous voyez les présentations du produit qui étaient toujours faites par Steve Jobs en personne. C'est très facile à trouver sur Internet. Hein, et toujours en jean. Hein, les hommes les plus riches du monde, mais et qui avait un talent de communicant exceptionnel, quoi, y compris quand il avait à la fin son cancer, qui était quasiment squelettique, etc. Il a été remplacé par le chef de la logistique. C'est-à-dire que le gars qui lui a succédé, qui est beaucoup moins connu, j'ai même oublié son nom, c'est le chef de la logistique. Parce que la logistique, vous voyez, le fait de faire fonctionner ces grandes chaînes est devenu un truc absolument fondamental dans l'industrie. C'est plus important que produire. Parce que produire, on trouve toujours des gens qui savent produire. Il y a une très grande concurrence dans le monde. Et il ne faut pas croire non plus que la concurrence se fait uniquement sur le coût de la main-d'œuvre. Par exemple, je reviens sur mon exemple de l'iPhone, des produits Apple. Ils nous expliquent que s'ils le font faire en Chine, c'est pas seulement, enfin bien sûr ça joue, mais c'est pas seulement parce que la main-d'œuvre est moins chère. D'ailleurs, vous avez vu mes chiffres tout à l'heure. Hein. C'est pas parce que vous grignotez quelques euros ou quelques dollars ou quelques yuan sur la production que ça va changer le coût final du produit. Bon, évidemment, le fait qu'il soit bas est un avantage. Mais c'est pas le seul truc. Ils disent le truc principal, c'est que le travail est très bien fait. Et que deuxièmement, ils ont une capacité de réactivité qui est sans équivalent dans le monde. C'est-à-dire que le jour, ces produits sont très saisonniers. Mais si je rentre un peu dans les détails concrets comme ça, je pense que c'est plus intéressant que de faire de la grande théorie. Il faut comprendre un peu les mécanismes, il faut être concret. Ces produits sont très saisonniers. Hein. Les ventes s'envolent évidemment à l'approche de Noël. Parce que tout le monde a envie de faire. Voilà. Et donc, mais vraiment de manière massive, hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent en vendre autant dans la semaine de Noël que sur le reste de l'année. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on les produit en avance, on les stocke, mais ça, ils n'aiment pas beaucoup, parce que ça fait de la mobilisation de capital, etc. Soit il faut avoir un système qui permet de monter en production de manière spectaculaire, ça veut dire être capable de passer dans une usine de 2000 à 5000 personnes, toujours en main, et puis ensuite de repasser de 5000, passer de 2000 à 5000 encore on y arrive, mais repasser de 5000 à 2000, c'est un peu plus compliqué. Et donc nos pays à nous, de ce point de vue-là, sont hors course, quoi, très clairement. Parce qu'il y a des tas de bonnes raisons qui tiennent aux conquêtes ouvrières, etc. On n'est pas très flexible sur ce genre de choses. Hein. Donc là, à la limite, c'est plus important, vous voyez, que simplement la question du coût. Ils ont eu chez Apple, ils racontent ça, ils ont eu un problème avec
le verre, c'est des produits quand même très sophistiqués, donc le verre que vous avez sur le téléphone ou le smartphone ou sur l'iPad, c'est un verre qui doit avoir des qualités très fortes, en particulier il ne faut pas qu'il casse, problème de sécurité, etc. Bon, ils ont eu à un moment donné un certain nombre de problèmes, il a fallu changer en catastrophe des verres, réinventer, enfin remettre dans le circuit des verres de nouveaux, de qualité. Ils ont dit il n'y a que les Chinois qui étaient capables ensuite de nous les produire en masse très vite parce qu'ils ont simplement rappelé les gens. Et qu'en Chine, les gens ils ont des permis de séjour dans les villes. Enfin, il y a plusieurs types de populations. Dans les villes, vous avez les gens qui sont les citadins. Ça existait chez nous aussi dans le temps. Hein. Il y a longtemps que c'est plus comme ça, mais et puis il y a les gens qui sont appelés la population flottante, qui ont le droit de venir des campagnes, mais quand on n'a plus besoin d'eux, ils rentrent gentiment chez eux. Il y a une flexibilité dans tous ces pays-là. Ils avaient aussi dit qu'ils mobilisaient la nuit, j'avais entendu. Oui. Alors ils peuvent avoir des systèmes tournants. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu des abus, donc les progressistes américains se sont émus de ça, est-ce que surveillent un peu, c'est important ça, il ne faut pas penser que c'est secondaire, hein. C'est-à-dire que les campagnes qui sont faites pour dire attention, nos ballons de foot sont fabriqués par des enfants en Inde, les entreprises font quand même très attention à ça, hein. Parce que ça peut tuer une entreprise quand même. Ces choses-là, ces mouvements d'opinion, il ne faut pas imaginer que le mouvement de consommateurs, disons, le mouvement sur l'éthique du consommateur, etc., aujourd'hui sont des choses que les entreprises regardent de très très près. Donc, contrairement à ce qu'on pense souvent, les consommateurs ont un vrai pouvoir. Hein. Bon, parce que si vous une campagne de boycott, les gens, les paniquent. Hein. Voilà. Je vais peut-être, ça fait longtemps que je parle, hein, je vais peut-être bientôt m'arrêter. Je vais quand même aller un tout petit peu plus loin. Alors non, ça je vais sauter tout ça. Venir un petit peu sur comment ça se traduit tout ça dans la géographie. Hein. Puis je terminerai par quelques mots sur la France. Alors, dans la géographie, je ne sais pas si Gratalo vous en a parlé, le mouvement, alors j'ai dit un peu montée des villes, classe moyenne, organisation. Alors, je reviens quand même une seconde en arrière sur un. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. C'est abscon et abstrait. Personne ne comprend quand je dis ça. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est passé d'une mondialisation qui était, au fond, au 19e siècle, c'était l'Angleterre était l'atelier du monde, exportait vers le reste du monde. En simplifiant, c'est un peu comme ça. Bon, après, on a eu la phase des multinationales où chaque pays, quand même, était un peu spécialisé dans des productions. C'est encore le cas. Par exemple, les Allemands sont spécialisés dans les voitures de luxe. Coup de bol énorme pour eux, il y a une demande mondiale qui a été multipliée par 100 grâce à la mondialisation, et donc évidemment ça turbine à fond, mais quand même une spécialisation encore de l'Allemagne, et les voitures allemandes sont en grande partie fabriquées en Allemagne, avec beaucoup de composants qui viennent d'Europe de l'Est, hein. Énormément, hein, de Hongrie, de Tchécoslovaquie, etc., plus que dans les entreprises françaises, quoi. Enfin, la différence de compétitivité aujourd'hui entre les automobiles allemandes et les automobiles françaises, c'est que les Allemands ont plus délocalisé que les Français. Hein. Mais notamment dans leur frange Europe centrale. Mais enfin, c'est quand même encore, vous voyez, c'est encore des pays qui sont un peu spécialisés, qui exportent de plus en plus le made in monde dont je vous ai parlé. C'est plus du tout ça. Hein. On a c'est pour ça que certains économistes, et je ne sais pas si la formule vous parle, c'est-à-dire on a de la mondialisation infinie. C'est-à-dire qu'un circuit de production aujourd'hui, vous avez une multitude de sites, hein, qui sont là-dessus, et les choses sont de plus en plus dégroupées, c'est-à-dire des tâches qui étaient faites ensemble, elles sont de plus en plus réparties, y compris les tâches tertiaires. Tâches tertiaires, vous aviez l'idée que la comptabilité, voilà, ou la gestion de la paye, ou des choses comme ça, ou pensez au centre d'appel, hein, les services après-vente, etc. L'idée qu'on pouvait séparer ça de l'entreprise, il y a 20 ans ou 30 ans, les gens auraient dit c'est totalement futuriste. Aujourd'hui, c'est une banalité totale. C'est ça le dégroupage, c'est-à-dire qu'on avait des choses qui étaient, on avait l'impression qu'elles étaient naturellement groupées, et en fait, elles sont, on les dégroupe. Donc, quand vous appelez
ou vous appelez une entreprise quelconque pour avoir un renseignement, vous tombez sur une charmante jeune femme à Casablanca, ou au Sénégal, voilà, qui a son ordinateur, ou éventuellement qui travaille chez elle d'ailleurs, etc. Ça, c'est un truc massif, hein, auquel personne n'avait pensé. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le découpage. Et donc les réseaux, vous voyez, comme ça, sont de plus en plus complexes, mouvants et un peu illisibles. Donc je voulais quand même vous montrer ça. Ça c'est une image. C'est le marché aux fleurs ça va m'introduire sur la suite. Parce que c'est le marché aux fleurs d'Amsterdam, qui est à côté de l'aéroport de Schiphol, hein, dans la banlieue sud d'Amsterdam. Vous avez deux grands marchés aux fleurs, mais attention, ils ne traitent pas les fleurs hollandaises. Hein. Ils traitent les fleurs mondiales. C'est-à-dire tout ce qui vient d'Afrique, Kenya, etc., hein, d'Inde, de Colombie. Vous avez vu ça? Un reportage Ouais. à la télé, justement, c'était pour vous demander quel était le marché. Et ça C'est Almer, je ne sais plus si c'est Almere ou oui, voilà. Donc ça arrive en général en avion jusqu'à Amsterdam. à Amsterdam, à l'aéroport, c'est pour ça qu'on est à côté de l'aéroport. Après, il y a un marché, c'est-à-dire que, vous savez, là, il y a des gens dans les cabines, c'est comme les marchands de bestiaux, des marchés de bestiaux qu'on connaît encore un peu dans nos... Il y a des gens qui disent, moi je prends ce lot, celui-là je ne le prends pas, les prix, enfin c'est un truc, quand vous n'êtes pas spécialiste, vous ne comprenez rien, vous avez l'impression d'un ballet fascinant, extraordinaire, mais auquel vous ne comprenez rien. Et puis après, ça a embarqué dans les camions qui vont livrer vos roses à Bagneux ou à Nice ou à Amsterdam même. Voilà. Alors je pense qu'il y a une organisation un peu pour je ne pense pas qu'il retraverse trop l'Atlantique. Mais voilà. Alors ça c'est un principe. Ça illustre un principe qu'on va retrouver, qui est un principe fondamental aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en jargon un peu technique le hub, H-U-B. Hein. Hub, ça veut dire le moyeu. Donc c'est le modèle, c'est le moyeu de la roue de charrette, vous voyez. Hub and spokes, le moyeu et les rayons. C'est quoi l'idée? Pourquoi ils font ça avec les fleurs? Ils les ramènent à Amsterdam, et puis après ils les redispatchent. Vous voyez, donc c'est des circuits, c'est une espèce d'étoile, ça revient de partout à Amsterdam, c'est trié à cet endroit-là, c'est reparti, c'est redispatché. Alors, du point de vue de la logistique, ça a d'énormes avantages. Et d'ailleurs, même quand on calcule, je dirais, si on fait un calcul un peu écologiste pour savoir est-ce que c'est bien ou pas du point de vue des distances parcourues, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément une mauvaise solution de tout ramener au même endroit et de le redispatcher. Alors c'est quelque chose qui est aujourd'hui, c'est un modèle géographique absolument fondamental, parce que vous avez ça dans des tas de domaines. Vous avez ça, par exemple, dans le domaine de... les premiers qui ont mis en place ça, c'est la messagerie. Les colis. Alors, pas en France, parce que nous, on a une poste qui fonctionne bien. Aux États-Unis, pas de poste, donc c'est des privés, hein, donc c'est des entreprises comme Federal Express, qu'on voit maintenant aussi arriver en France, FedEx et puis d'autres, qui sont donc des entreprises de distribution de colis. Alors ils ont réalisé cette logique qu'ils avaient intérêt, quand ils ont un colis qui va d'une ville quelconque aux États-Unis à une autre ville quelconque aux États-Unis, même si c'est deux villes voisines, hein, même s'il faut aller de New York à Boston, et ben on ramène tout à Memphis, au cœur du hub de FedEx est à Memphis, qui est un des plus grands aéroports du monde de marchandises. On ramène tout à Memphis. À Memphis, on a cette espèce de tri. On va trier, on va repartir, et puis on ramène sur les différentes destinations américaines. J'avais un slide très amusant sur le circuit du homard que vous mangez quand vous êtes sur la côte Est, qui est pêché, qui est renvoyé dans des hubs comme ça, où on le met dans des piscines pour qu'il glacé pour qu'il récupère un petit peu, puis après on le ramène en camion. Ça paraît totalement délirant, mais c'est une grande partie des marchandises du monde fonctionnent comme ça. Les hubs aériens, c'est la même logique. Si vous allez, pourquoi Air France a sorti une grande partie de ses vols d'Orly pour les concentrer sur Roissy, c'est pour organiser ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire qu'à un moment donné, après c'est une organisation très complexe, hein, les avions convergent sur Roissy, et puis ils vont repartir de Roissy, donc ça
ça vous permet d'avoir des correspondances beaucoup plus faciles. En France, on connaît ça depuis longtemps avec Paris, dans le chemin de fer, vous savez très bien. J'avais encore fait l'expérience récemment que si vous voulez aller de Brive-la-Gaillarde à Lyon, ou même parfois plus près, vous regardez, vous avez tout intérêt à repasser par Paris. C'est ça. Notre système de chemin de fer, il est organisé en... il n'était pas comme ça pas comme ça au début. Au début, vous avez des chemins de fer un peu partout. Bon, les routes aussi, le TGV, encore plus organisé en hub. Donc cette idée d'avoir des choses qui convergent et qui ensuite sont redispatchées, c'est vraiment aujourd'hui des grandes bases d'organisation. Et il se trouve que les villes, les territoires, ça fonctionne aussi comme ça. Et donc on a ce phénomène absolument majeur, spectaculaire, qui est, je vous passe beaucoup de choses, ça c'était une image c'est un tableau de... voilà. Merci. L'idée c'était de dire, finalement, tous ces flux enchevêtrés dans tous les sens dans le monde, ça ne donne pas ça, ça donne quelque chose de beaucoup plus lisible, qui est un grand système organisé sur des hubs. J'aime beaucoup Pollock. Ça suffit pour... voilà. Et donc, on a un processus qui est spectaculaire de polarisation, de concentration, polarisation, disons de concentration. Aujourd'hui, en même temps qu'on a ce processus d'arrivée de nouveaux pays dans le jeu économique mondial, on a un processus de concentration autour des grandes aires urbaines, les villes, mais plus généralement les grandes aires urbaines, qui est absolument sans précédent à l'échelle du monde. Alors, les historiens vous diraient que, en fait, la mondialisation a toujours un peu fonctionné comme ça, c'est-à-dire toujours sous forme de lien entre des grandes aires urbaines en réseau les unes avec les autres. Moi, j'avais appelé ça dans un bouquin une économie, un archipel. C'est un archipel de grandes villes. Il y a des géographes aussi qui ont utilisé ce terme.